Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lunch. À la une ce mois. À la une ce mois, nous sommes allés au Burundi où nous avons posé la question à quelques acteurs de la société civile sur ce qu'ils pensent de la justice sociale et de la justice fiscale dans leur pays. Vous allez écouter les opinions des uns et des autres. Ils sont au micro de Julien Baranzigo. C'est un journaliste burundais qui a accepté d'apporter son effort au podcast en français de Tax Justice Network. Et puis après, il y a ce rapport du Financial Transparency Coalition, la coalition pour la transparence financière, qui révèle que sur les plans de relance qu'il y a eu contre la Covid dans les pays pauvres, une bonne partie de l'argent est repartie dans les poches des multinationales. En tout cas, très peu des ressources qui ont été affectées à cet effet sont allées dans les poches des personnes qui avaient besoin de filets de protection sociale. Nous avons fait une interview avec Matti Koronen. Il est le directeur exécutif du Financial Transparency Coalition. Il a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Et enfin, nous allons revenir sur le rapport du panel Facti. Les Africains sont ravis que ce rapport puisse venir car il reprend beaucoup de leurs attentes, mais ils exigent qu'on puisse aborder des questions spécifiques à l'Afrique, notamment les flux financiers illicites en matière commerciale. Je reviendrai avec vous sur les conclusions de la discussion qu'il y a eu entre la société civile d'Afrique francophone et le Facti Panel, notamment emmené par le professeur Karim Daher, membre de ce panel. Je rappelle que vous pouvez écouter notre programme sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn, je le dirai jamais assez, avec SYN à la fin. Mais vous pouvez aussi aller sur notre page YouTube www.impotsetjusticesociale.com. Et pour ceux qui ont l'application Stitcher, vous y allez et vous cherchez Impôts et Justice Sociale. Si vous voulez interagir avec nous, notre page Twitter, #Impôts Social ou notre page Facebook, Impôts et Justice Sociale. Mais vous pouvez aussi m'écrire directement dans la boîte email impôts avec s-8 social@outlook.fr. Voici pour la une. À tout de suite pour les détails. Je le disais en une, comme pour le dernier podcast, nous avons pris la direction d'un autre pays africain et cette fois nous sommes allés au Burundi. Ce pays situé dans la région des Grands Lacs vient de perdre un président qui était connu pour être un dictateur. Ils ont aujourd'hui une nouvelle administration, mais que pensent les gens là-bas de la justice fiscale ou de la justice sociale? 3 acteurs ont été interrogés par notre confrère Julien Baranzigo. Il est journaliste burundais, mais il est aussi un activiste pour la justice sociale au Burundi. Écoutez le reportage qu'il a partagé avec le podcast francophone de Tax Justice Network. Quelle est la situation réelle de la justice fiscale au Burundi? 3 intervenants que j'ai rencontrés dans les différents quartiers de Bujumbura nous parlent de ce qu'ils analysent. Il s'agit de Pierre Claver Keshimana, professeur de droit, Pimengezu Mukama et membre de la société civile, et Jeanne Kacholeke, propriétaire d'une petite entreprise à Bujumbura. Je réponds de Keshimana Pierre Claver, conseiller ministère de la Justice et professeur de droit dans les universités locales et consultant. En tant que juriste qui analyse certains aspects juridiques de la question, j'imagine qu'en principe, de façon générale, je pense que les impôts sont bien payés par le contribuable. Évidemment, il faut tenir compte des crises économiques que nous traversons, liées aussi notamment à la pandémie du Covid-19. Ce sont des aspects qui peuvent faire que l'impôt n'est pas bien payé, mais dans l'ensemble, on constate que les impôts sont bien payés. Vous savez qu'aujourd'hui, 90% de ce que nous vivons vient des impôts. Quand les aides extérieures ne sont pas au bon rendez-vous aujourd'hui, puisque nous parvenons bien à survivre
sur le plan économique, il est clair que cela montre que les impôts sont payés par les contribuables en général. Est-ce que le régime fiscal permet bien aux entreprises de payer l'impôt? Oui, les lois sont claires en matière. Si vous lisez le code des impôts et taxes, le code des investissements, les procédures fiscales et autres, puisque la loi est claire et là, en général, on voit que ce sont des lois normales qui ressemblent pratiquement aux lois des autres pays. Et cela, je me dis que les lois favorisent le paiement des impôts, même si de temps en temps, on trouve que dans certains secteurs, les impôts sont plus élevés que par rapport aux autres secteurs. Comme vous le savez, trop d'impôts tire impôts, mais de façon générale, sauf quelques secteurs peut-être où on voit des impôts qui sont plus élevés, dans l'ensemble, les lois burundaises permettent aux contribuables de payer les impôts sans problème. Le citoyen ou le contribuable paye l'impôt pour qu'en conséquence, l'État utilise cet impôt à faire des dépenses publiques dans l'intérêt du pays. Par exemple, dans l'intérêt du citoyen et de toute la population burundaise en général, pour que le citoyen ou la population en général soit bien à l'aise dans les activités qu'elle mène chaque jour. L'impôt ne va pas être conservé par l'État, mais ça va contribuer aux dépenses publiques qui vont dans le sens de favoriser l'épanouissement de chaque citoyen. Les États ne sont pas développés au même niveau. Tu ne peux pas comparer le Burundi aux États-Unis ou à un autre pays comme la France, mais à notre niveau, l'État fait le maximum possible pour que le citoyen bénéficie de ce que la population a besoin. Donc je peux dire que c'est vrai que la population en bénéficie en fonction des moyens de l'État. Nous sommes un pays émergent qui se développe progressivement. Au fur et à mesure qu'on se développe, le citoyen sera plus à l'aise progressivement. Bon, c'est une analyse que je fais comme tout citoyen. Pour moi, je trouve que c'est normal, tout marche un peu, parce qu'on voit que dans ces derniers temps, il n'y a pas des associations de la société civile qui se remontent dans ce sens. Cela suppose qu'on voit que le gouvernement actuel est en train d'honorer ses engagements dans le cadre de bien faire, de contrôler les dépenses de l'État et les entrées de l'État, notamment en matière de lutte contre la corruption. Vous avez suivi ces derniers temps et son Excellence le Président de la République a pris des mesures rigoureuses pour sanctionner même directement ceux qui trempent encore dans la corruption ou ceux qui sont inactifs dans les postes de tâches. Et si cela continue d'ici quelques années, on verra que tout le monde devra être sérieux et travailler convenablement pour que le pays se développe sans corruption et avec la justice sociale dans le pays. Je m'appelle Jeanne Gachoreke. Je suis parmi les contribuables de l'impôt parce que j'ai une petite entreprise que j'ai créée très récemment et je paye des impôts. Est-ce que les entreprises payent suffisamment les impôts et taxes au Burundi? Comme je viens de le dire que les entreprises viennent de se créer très récemment, ce régime aussi est très récent. Bon, j'ai entendu le mot OBR il n'y a même pas 10 ans, je pense. C'est à fur et à mesure que les gens comprennent qu'il faut payer les impôts. Avec ce régime, on paye bien des impôts. Je viens de te dire que le mois de mars, tout le monde sait très bien qu'il doit déclarer ses entrées. Après cela, on doit payer. Je déplore une chose. Par exemple, moi je suis une femme, je m'habille de pagnes. Si je vais au marché pour acheter un pagne, on cache les pagnes qui viennent de l'extérieur. Parce que chaque fois que l'OBR arrive, ils les saisissent. Mais jusqu'à présent, je ne comprends pas ce phénomène. Pourquoi on saisit ces pagnes? Il fallait fixer un prix. Si ce pagne arrive, on doit payer autant. Comme taxe, il y aura alors une compétition entre ces pagnes qui viennent de l'extérieur et ces pagnes que nous fabriquons ici, qu'il y ait une compétition. Au niveau des routes, il y a beaucoup de routes qui sont, voilà la route qui va vers le monde, la route qui va à Rutana, au niveau juste de Moussaga. Enfin, j'ai dit là où je vois. Il y a 2 ans peut-être que ces routes-là ont été abîmées. Mais merci à vous aussi. Je m'appelle Prime Ngezumukama. Je suis le directeur exécutif de l'organisation de Kingire Isiachu, qui est une organisation membre du réseau régional East Africa Tax Governance Network, qui est un réseau régional pour la gouvernance et la fiscalité. C'est une organisation aussi membre de Tax Justice Network Africa, qui est un réseau africain pour la justice fiscale. À mon avis, les entreprises payent les taxes, mais effectivement, on remarque qu'il y a certaines évasions de la part des entreprises, ce qui veut dire que même si les entreprises payent les taxes, il y a certaines évasions que l'administration fiscale doit vraiment poursuivre pour freiner certaines évasions. Ici, je dirais, par exemple, si j'y vais directement, vous voyez les compagnies de télécommunications ici au Burundi, souvent après les 5 ans, ils changent de nom. Pourquoi? À mon avis, je pense que c'est la façon d'échapper au fisc. Alors, il faut que l'administration fiscale prenne des mesures appropriées pour vraiment que les entreprises payent correctement les taxes et impôts. À ma connaissance, le régime fiscal ici au Burundi, vous voyez, l'Office burundais des recettes, tous les mécanismes sont en cours pour faire payer les impôts. Quand on voit ce qui est en train d'être fait dans mon pays, vous voyez, il y a la construction des écoles, et la construction des infrastructures comme les routes, et vous voyez la réhabilitation des centres d'électrification, vous voyez la construction
l'éducation et le paiement des services sociaux de base, comme pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Et en général, je dirais que l'État vraiment essaye d'utiliser correctement les taxes collectées. La population vraiment a accès aux infrastructures, même s'il y a à améliorer. Conscient, reste vraiment satisfait de l'accès aux infrastructures. Vous pouvez voir la construction de certaines infrastructures étatiques, la construction des routes, la construction de différentes écoles, des hôpitaux, et aussi l'équipement de certains centres d'enseignement. En tout cas, vraiment, la population vraiment semble être satisfaite, même s'il y a certaines améliorations à toujours apporter. Tous ceux qui travaillent dans le domaine de la justice fiscale sont vraiment très satisfaits parce que après qu'on a lancé la campagne Arrêter l'hémorragie, après qu'on a introduit différents projets de justice fiscale, on voit que par après, le gouvernement a pris en main la question de collecte des taxes, la question de fiscalité vraiment. Le gouvernement l'a pris en main et nous sommes vraiment satisfaits des avancées qui sont en train d'être faites. Par exemple, si je vais directement, vous voyez le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communal qui est en train de mobiliser toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans la collecte des taxes et à radier certains trafiquants des évasions fiscales. Vous voyez, par exemple, tous les comptables ont été vraiment rayés et on a engagé des nouveaux. Ça aussi, c'est une étape très importante qu'il faudra apprécier, même s'il reste beaucoup d'autres choses à faire pour faire freiner l'évasion fiscale au Burundi. Le point qui me met à cœur, c'est que normalement, nous, en tant que membres de la société civile, notre action se limite au plaidoyer. C'est l'État qui doit assurer la mise en œuvre. Le point qui me met à cœur est que notre plaidoirie a été entendue et le gouvernement a pris les choses en main. C'est par cette voie que nous avons terminé notre entretien. C'est Nicolas Nzongo, journaliste et membre de la justice fiscale. Toujours un plaisir d'écouter des voix africaines sur la justice sociale. C'est un débat qui doit être renforcé, documenté en Afrique francophone surtout, où il n'y a pas eu beaucoup de dynamisme de la part d'une grande partie de la société civile. Il y a des experts de la société civile et justement nous avons réuni cette société civile, pas nous, mais dans le cadre d'une rencontre entre cette société civile et le panel FACTI. Vous savez, l'instance qui avait été mise en place par l'Assemblée générale des Nations Unies en mars 2020 afin de réfléchir sur des propositions en vue d'un cadre international, des discussions, des questions sur la transparence, sur l'intégrité et sur la responsabilité en matière financière dans le monde. Et lors de ces débats, nous avons eu l'occasion de voir que les Africains ont des préoccupations qui ne sont pas toujours peut-être prises en compte. C'est le cas de Chafik Benrouine. Il est le président de l'Observatoire tunisien de l'économie. Il a exprimé le souhait de voir être mis en avant des aspects purement africains qui sont notamment les flux financiers illicites en matière de commerce. Écoutez le plaidoyer de Chafik Benrouine dans cet extrait. Donc, j'aimerais premièrement peut-être donner un aperçu un peu global, quand je dis global, je parle du continent africain, sur la question précisément des flux financiers illicites. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'on sait que, par exemple, les sources des flux financiers illicites, elles sont principalement autour de 3 sources. 1, c'est la corruption, la criminalité et le blanchiment d'argent. 2, ce qu'on appelle les flux financiers illicites basés sur la fiscalité, sur les taxes. Et enfin, les flux financiers illicites basés sur le commerce, la fraude commerciale. Ce qu'on a remarqué, c'est que par exemple, au niveau du haut panel de M. Thabo Mbeki en Afrique sur les flux financiers illicites, ce qu'il a précisé, c'est que la priorité en Afrique, c'était les flux financiers illicites basés sur le commerce. Mais ce qu'on a remarqué au niveau international, et donc les flux financiers illicites sont devenus une priorité internationale, notamment à travers les objectifs de développement durable, c'est qu'une fois que c'est devenu un agenda global, c'est d'autres priorités qui ont été mises en place au niveau international, notamment l'aspect lié à la corruption, l'aspect lié à la fiscalité, mais l'aspect lié aux flux financiers illicites, lié au commerce, est redescendu à la 3e place et n'a pas été une priorité.
de l'agenda global. Donc ça, c'est peut-être une des leçons qu'on peut tirer d'un problème qui a été soulevé en premier lieu par le continent africain, mais qui, une fois qu'il a été mis au devant de la scène, est redescendu pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer. Le professeur Karim Daher, membre du panel FACTI, qui représentait cette instance-là au cours de cette réunion, il est libanais, professeur de fiscalité, il est un acteur majeur pour le changement en matière fiscale, il a accepté de donner un point de vue global. Écoutez la réponse du professeur Karim Daher. Je constate par rapport à son intervention et par rapport à l'intervention de M. Jean Mbala qu'il y a un cross-cutting, comme on appelle en anglais, donc un point commun qui concerne dans les flux financiers illicites le cas commercial. Donc le cas commercial, vous l'avez dit, il n'a pas été retenu parmi les priorités dans le cadre de la définition des flux financiers illicites, bien que nous avions 4 à 5 membres éminents du continent africain qui étaient avec nous. Ils l'ont soulevé, mais le cas des flux financiers illicites en matière commerciale a été d'une façon indirecte intégré dans le cadre de l'ensemble des flux financiers, parce que quand nous avons défini les flux financiers, nous n'avons pas simplement limité au cas de corruption, de blanchiment d'argent et d'évasion et de fraude fiscale. Nous avons dit les flux financiers, puisque à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas une définition très précise en dehors du rapport Mbeki qui s'était attardé sur la question, mais nous n'avons pas une définition gouvernementale ou même onusienne des flux financiers illicites d'une manière précise. Donc, ça, c'est pour vous dire que le cas commercial qui concerne particulièrement l'Afrique, qui a été soulevé par 2 éminents intervenants, sera pris en considération, je vais le relever. La même chose par rapport à la légitimité qui a été aussi abordée par M. Mbala et aussi d'une façon incidente par Mme Farah N'Guegan, aussi dans son intervention. Oui, certainement, la légitimité, c'est la chose la plus importante, parce que si jamais il n'y a pas d'acceptation, il n'y a pas d'inclusion, aucune norme internationale, quelle qu'elle soit faite au niveau universel, international ou même national, s'il n'y a pas d'acceptation, il n'y aura pas d'efficacité. Et je rebondis sur ça pour parler ensuite du cas des paradis fiscaux. Donc la légitimité, c'est ce sur quoi nous avons énormément insisté, c'est une de nos priorités. C'est pour ça que nous avons mis ces recommandations sous l'auspice des Nations Unies, sous l'auspice du Conseil économique et social, de manière à pouvoir, à travers eux, arriver à un résultat. Je parlerai ensuite du plan d'action qui a été soulevé par M. Seydi Ben. Voilà, avec cet avis du professeur Karim Daher, nous marquons la fin de ce reportage. Je rappelle que ce soit en matière fiscale ou en matière commerciale, l'ONG Tax Justice Network a aujourd'hui développé des outils susceptibles de renforcer les capacités des gouvernements et sociétés civiles africaines à traquer les flux financiers illicites dans le monde et à trouver des solutions pertinentes pour les contourner. Nous avons aujourd'hui non seulement le Financial Secrecy Index, l'indice d'opacité financière, qui permet de voir si un pays avec lequel nous sommes partenaires est favorable à au fait que des entreprises puissent cacher des données sur leurs finances. Nous avons aussi le Corporate Tax Haven Index, qui est l'indice des paradis fiscaux pour les multinationales, mais aussi nous avons produit un illicit financial flow tracker, un tracker des flux financiers illicites qui permet au pays, sur la base des 2 indicateurs, Financial Secrecy Index, Corporate Tax Haven Index, de pouvoir voir si les pays avec lesquels ils sont en relation sont dangereux pour leur commerce international. Nous reviendrons sur tous ces outils-là dans une autre édition et certainement nous aurons l'occasion de les expliquer. Mais n'oubliez pas, pour Tax Justice Network, nous restons constants. Nous pensons que la fiscalité mondiale ne peut changer que si on respecte la règle des ABC plus G.
A pour Automatic Exchange of Information, l'échange automatique d'informations. B pour le Beneficial Ownership. Nous devons connaître qui sont les propriétaires réels des actifs dans le monde. C pour le Country by Country Reporting. Nous devons avoir une fiscalité internationale qui s'appuie sur le reporting financier pays par pays, et le G pour le Global Asset Registry. Nous devons avoir un document international où nous retrouvons les actifs afin que personne ne puisse les cacher dans le monde. Voilà, c'était pour ce point. Nous revenons tout à l'heure avec l'invité de la rédaction. L'invité du jour. En posture d'invité ce mois, nous avons Mati Koronen. Il est le directeur exécutif de Financial Transparency Coalition, la coalition pour la transparence financière. C'est une ONG membre et partenaire du réseau Tax Justice Network. Alors, ils ont publié ce mois un rapport sur les dépenses de relance post-Covid qui montre très clairement que la protection sociale n'a pas été la chose la plus bénéficiaire de ces plans de relance. Alors, Matt, bonjour. Votre organisation a publié le 27 avril 2021 un rapport sur le suivi des interventions des gouvernements, notamment des pays pauvres, face à la Covid-19. Vous y affirmez que 63% des fonds alloués dans ce cadre ont profité à de grandes entreprises. Comment êtes-vous parvenu à ce résultat? Nous avons mesuré les paquets de réponses au Covid-19 dans les 9 pays de l'étude, dont 3 pays africains, le Sierra Leone, Kenya et Afrique du Sud. Et nous avons calculé les portions des paquets de récupération en 4 catégories. Donc ceux destinés aux toutes entreprises, donc principalement dus aux grandes entreprises, allocations spécifiques aux PME, soutien au secteur informel et finalement soutien aux protections sociales. Alors, nous avons trouvé que si on calcule en valeur absolue ces paquets dans 8 pays, on a exclu de l'Inde de ces chiffres parce qu'ils ont changé la définition de ce que constitue un PME pour 2 fois plus en activité que avant de Covid-19. Donc en fait, on a exclu de l'Inde. Nous obtenions 63% de bénéfices de tous ces paquets réponse au Covid-19 est destinée aux grandes entreprises principalement. On a aussi mesuré la portion des paquets en pourcentage de paquets annoncés dans tous les pays. En moyenne, on obtient 22,4% aux protections sociales, à l'inverse des paquets. Si on trouve ces moyens de tous les paquets, seulement au Guatemala, en Amérique centrale, les dépenses aux protections sociales étaient la plus grande partie de ces dépenses. 54% des dépenses totales qui étaient au Guatemala destinées aux récupérations de Covid-19. Mais cela aussi, notre collègue au Guatemala dit que cela représente seulement 2% au plus de PIB de Guatemala, et il estime que cela devrait être beaucoup plus grand que 2% de PIB. Globalement, on était à 1% de PIB en valeur absolue destinée à la protection sociale, et on était à 4% de PIB destiné au tout paquet de réponse à Covid. Donc, on n'a pas obtenu le but de dépenser 10%, comme le disait le secrétaire général de l'ONU en avril 2020, au début de la crise de Covid-19. Donc, c'est insuffisant, et surtout insuffisant aux mesures de protection sociale qui bénéficient les plus pauvres et les plus marginalisés dans la société. Dans tous les cas, cela concorde avec le rapport des gestions budgétaires publié par le FMI sur la question justement des relances Covid, et on se rend compte qu'il y a eu des interventions mais qui n'ont pas beaucoup profité au secteur de la santé. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour qu'on ait plus d'équité et plus de justice sociale dans les plans de relance post-Covid?
Donc ces disparités sont principalement dues au fait que les dépenses, et surtout les dépenses qui ne sont souvent pas mesurées, donc les dépenses en exonération fiscale ou bien les pertes fiscales dues aux réductions des taux d'imposition des sociétés sont très équilibrées. Donc cela fait que, par exemple, le Kenya a dépensé plus en exonération fiscale qu'en protection sociale. Et ces disparités sont créées par les choix politiques au niveau national, bien sûr, mais ces choix politiques sont dans le cadre global des politiques régressives qui mettent en valeur plus le paiement de dettes extérieures, le paiement de ces bénéfices aux multinationales qui investissent dans les pays que l'aide aux populations et les citoyens les plus affectés par le Covid-19. Donc, on a des exemples aussi assez positifs. Je cite surtout le Guatemala où ils ont pu atteindre un soutien aux populations de 62% avec un programme de protection sociale qui s'appelait le appui familial, appui aux familles affectées. Mais si on compare les protections sociales qui ont été conclues au Sierra Leone, c'était très très peu, paquet de protection sociale à moins que 30 000 personnes, les plus affectées, comme ils sont essayés d'estimer, ou au Kenya où on a augmenté un peu les bénéfices aux personnes très âgées ou les bénéfices aux enfants, mais ils n'ont pas été des bénéfices ou des paquets assez universels comme le cas de Guatemala qui était le meilleur paquet de réponses. Ils ont doublé les bénéfices aux personnes en situation de pauvreté. Votre rapport soutient aussi que le FMI, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale continuent d'avoir des logiques pro-corporate, pro-entreprise. Ces deux institutions maintiennent les acquis d'une fiscalité basse dans des pays parfois très pauvres en ressources monétaires et demandent aux États de puiser dans l'épargne des ménages pour mobiliser plus de ressources fiscales. Quel message passez-vous à la société civile africaine face à cette situation? Effectivement, il y a souvent un décalage que nous trouvons entre la rhétorique de Fonds monétaire international et la Banque mondiale et qui était la politique réelle que nous pouvons voir, qui s'accompagne donc ces politiques et des rhétoriques positives en matière de politique fiscale progressive et la protection sociale. Après des années de dialogue avec la société civile et d'autres acteurs, ils sont assez positifs sur cette regard. Ils appuient des impôts de solidarité aux entreprises en temps de Covid-19 et aussi impôts sur la richesse. Ils appuient le FMI en principe pendant la pandémie surtout, mais ces politiques fiscales progressives ne sont pas mises en œuvre dans les paquets de prêts ou paquets d'appui technique par ces deux institutions. Donc ce décalage entre rhétorique et action est réel. Et cela peut être expliqué que ces institutions ont aussi d'autres intérêts, disons, parce qu'ils doivent aussi voir que les pays payent leurs dettes extérieures et la Banque mondiale surtout appuie aussi les indices de Doing Business qui dit que les taux d'impôt sur les corporations, impôt sur les sociétés qui sont moins, donnent des points favorables au climat d'investissement des pays qui l'estiment. Donc c'est très compliqué de voir comment la rhétorique et l'action ne sont pas en place. Donc mon message est surtout de considérer la crise comme un moment de mettre en évidence et proposer un changement entre ces disparités, parce que ces soi-disant réformes fiscales ne sont pas au bénéfice des populations souvent parce qu'on augmente le TVA
mais on ne fait pas des réformes de longue durée en matière de réforme fiscale progressive pour mettre des impôts en place pour les grandes entreprises ou bien ces personnes qui sont plus riches. Mais je aussi voudrais dire qu'il est important d'élargir la campagne à toutes les personnes préoccupées par la montée de pauvreté et inégalité, donc faire le lien entre la politique fiscale progressive et la protection sociale universelle ou bien le revenu universel minimum. Ces deux propositions sont très liées et cela peut être une campagne très intéressante. On va sortir par là pour dire que d'une manière plus générale, vous recommandez la mise en œuvre de points qui sont défendus par Tax Justice Network depuis des années, comme le reporting financier pays par pays, une taxation minimum des multinationales, vous êtes à 25%, une transparence sur la propriété réelle. Comment ces mesures peuvent-elles changer positivement la donne qu'on vit actuellement selon vous? Alors, si nous regardons ces propositions défendues bien sûr par la Tax Justice Network et aussi la Coalition pour la transparence financière et ses autres membres par des années sur le reporting financier pays par pays public, alors cela est plus important que jamais parce que il y a maintenant cette discussion sur la taxation minimum à 25% ou bien la proposition de Trésor américain est à 21% pour les multinationales. Effectivement, cela pourrait mobiliser des revenus importants parce que une grande partie de ces revenus déclarés par les multinationales ne sont pas dans les pays où ils font leurs opérations, ils sont dans les pays de fiscalité très bas et secret financier très important, donc offshore comme on dit, et le politique et le débat sur la distribution de ces revenus déclarés offshore, c'est vraiment une discussion très importante. Mais malheureusement, cette discussion se fait place à un groupe de 7, à l'OCDE, entre le Trésor américain et le Trésor français, mais on ne voit pas une discussion dans l'ONU, entre les pays en développement et les pays membres de l'OCDE sur cette proposition. Donc, il est très important de défendre les intérêts des pays africains dans ce débat de taxation minimum des entreprises, que le taux serait assez élevé à 25% au minimum et que ces bénéfices seraient distribués à la base de reporting financier pays par pays dans aussi les pays africains pour qu'on puisse bénéficier de ces revenus non taxés. Également, on devrait avoir les registres publics sur tous les propriétaires pour permettre d'imposer des impôts sur la richesse et des revenus tirés de la richesse, y compris les résidents dans le continent africain qui peut-être détiennent des richesses à l'étranger. Donc, échange d'informations est bien, mais encore mieux, c'est de déclarer ces bénéficiaires au registre public. Ainsi aussi les médias, les citoyens, la société civile auraient accès à cette information pour rendre ceux qui ont le pouvoir comptable sur la taxation effective et réelle de ces bénéfices. Et cet argent devrait être utilisé sur l'augmentation de la réelle de la protection sociale pour ne pas avoir cet effet de pauvreté estimé que la pauvreté dans le monde va augmenter de 150 millions de personnes à la fin de cette année 2021 à cause de Covid. Donc, faire le lien entre la protection sociale universelle, ces politiques qui peuvent arrêter cette augmentation de pauvreté et la progressivité des politiques fiscales. Cela serait un très bon lien et action à ce moment de crise. Merci Mati Koronen. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif du Financial Transparency Coalition. Et avec cette intervention, c'est aussi la fin de notre podcast de ce mois. Je rappelle que vous pouvez l'écouter sur notre plateforme
impo-social.lipsyn.com, Lipsyn avec SYN. Vous pouvez aussi nous écouter sur la page YouTube www.impo-et-justice-sociale.com ou encore aller sur Stitcher pour ceux qui ont cette application. Vous pouvez interagir avec nous en allant sur notre page Twitter, #imposocial ou notre page Facebook, Impo et Justice Sociale. Mais vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse impo avec s-8 social@outlook.fr. Voilà, c'était pour ce podcast de ce mois. Nous allons revenir le mois prochain avec une autre édition de votre podcast francophone. Je rappelle que le Covid est toujours en train de sévir. Continuez d'être prudents, portez les masques, respectez les mesures barrières et n'oubliez pas, faites votre test pour vous protéger et protéger votre entourage. Au revoir et à la prochaine.